je ne sais pas si vous connaissez cet appel à projet en commun de l'ADEME. Qui c'est qui connaît? Voilà, donc globalement, on est un petit tiers ou quart qui connaît. Donc justement, le but du forum, c'est aussi d'ouvrir des possibles un peu différents. Vous avez tous, enfin au moins ceux qui sont enseignants, même associatifs, répondu à des appels à projets compétitifs où il y a 150 projets, il y en a 15 qui sont retenus, avec toute l'énergie à mettre pour remplir le dossier et puis la frustration de ne pas forcément être retenu. Eh bien, sur cet appel à projet que Gabriel va nous présenter, la démarche était plutôt d'identifier des défis à résoudre et sur ces défis à résoudre, d'inviter les personnes, les associations, les structures qui étaient intéressées à travailler en coopération pour résoudre ensemble les défis. Et donc, c'est quelque chose qui me semble inspirant pour que, je dirais, les services publics de l'État, les collectivités, favorisent la coopération plutôt que la compétition. On est dans une société confrontée à des défis extraordinaires qu'il va bien falloir résoudre en commun. Et donc, quelque part, coopérer, c'est peut-être une solution plutôt que d'être en compétition et de passer du temps à remplir des dossiers qui, des fois, n'aboutissent à rien. Merci à Gabriel de nous présenter un petit peu sa démarche. Merci beaucoup, Michel. Bonjour à tous et merci, Michel, pour l'invitation. Tu as parfaitement résumé. Donc, le but de mon intervention, ça va être de partager avec vous la recherche ou le travail et les actions que je mène pour inventer ou créer des modes d'intervention qui permettent de sortir de l'unique façon de voir le sujet qui est l'appel à projet. Alors j'ai mis ici en fait un extrait des recherches Google. Si on fait des requêtes, la tendance du mot appel à projet depuis 10 ans. Donc c'est quelque chose qui est en croissance et c'est bien souvent vu par les acteurs publics comme le principal mode d'intervention pour résoudre ou pour travailler sur un sujet. Donc je vais me présenter rapidement. Donc je travaille à l'ADEME dans le sujet de la mobilité, c'est mon point de départ. Et on va voir après, j'étends ces réflexions transversalement à l'ADEME sur d'autres sujets. Je suis également donc, expert pour la commission et j'ai un blog qui s'appelle Les Transports du Futur que j'anime depuis pas mal de temps sur le sujet de la mobilité. Alors donc j'en viens à notre sujet. Bon, comme vous le savez tous, les transitions en cours sont des phénomènes éminemment complexes. L'étymologie, c'est ce qui est tissé ensemble. Et donc on a bien un tissage à la fois de phénomènes sociaux, de phénomènes naturels. Et la tendance est de décomposer et d'essayer de séparer les problématiques au lieu de laisser la complexité des problèmes en l'état. Et il me semble important de garder en fait la complexité quand on s'attaque à un problème plutôt que de vouloir la simplifier à l'extrême pour pouvoir la résoudre. Et les principes d'appel, ils sont extrêmement cloisonnés en général et ils ont plutôt tendance à découper et à mettre en concurrence des acteurs plutôt que de favoriser la coopération. Et donc toute la réflexion ou le travail, c'est de voir comment on peut coopérer entre structures hétérogènes, c'est-à-dire avec des cultures différentes. On n'a pas la même culture dans une organisation publique, dans une organisation privée, dans une petite ou une grosse structure, et en grand nombre. Donc 10, 100 ou des milliers d'organisations. Comment on peut aider à faire coopérer un grand nombre d'acteurs hétérogènes. C'est ça un peu le sujet de réflexion. Donc les questions que je pose un petit peu, c'est celle-là. Et si le mode d'intervention de l'acteur public conditionnait à l'ordre 1 les résultats? Et si le principe d'appel à projet ne permettait pas de gérer des problèmes à haut niveau de complexité, des problèmes qu'on a à faire sur les sujets des transitions? Et s'il ne fallait pas plutôt réfléchir à créer les conditions de coopération à grande échelle? Et donc, si oui, comment? Alors, quelques pistes ou hypothèses. Donc, garder la complexité, être capable de gérer un grand nombre d'acteurs et pour ça, utiliser des outils numériques
Michel connaît et fait ça aussi avec les dispositifs sur YesWiki. Pour permettre la coopération sans recréer des points de passage centralisés qui vont limiter le nombre d'acteurs pouvant se coordonner. Donc les outiller pour faire ensemble, même pour des structures éventuellement en compétition, et s'appuyer sur des tiers de confiance ou créer des tiers de confiance pour permettre à des acteurs de se coordonner et de fonctionner ensemble. Donc ça, c'est un peu les hypothèses ou les sujets voilà, que je vais vous présenter avec 3 exemples concrets, dont l'appel à commun qui a été mentionné. Alors le sujet qui m'intéresse parallèlement au sujet de la mobilité, c'est donc l'intelligence collective, c'est-à-dire comment des groupes de personnes, plus ou moins nombreux, vont se coordonner pour travailler, pour gérer des problèmes. Dans l'intelligence collective, il y a eu des travaux sur ce qu'on appelle les objets liens. Donc 2 exemples d'objets liens sur ces 2 images. Un groupe de musique, comme celui d'hier soir ou sur l'image, en fait est capable de gérer une situation grâce à un objet lien qui est la partition et quelquefois d'aller improviser. Sans structure de commandement, elle peut dérouler un certain nombre de choses. De la même façon, une équipe de foot, entraîner, l'objet lien, c'est bien sûr le ballon. Il permet à des joueurs de se coordonner. Automatiquement, ils savent exactement ce qu'il faut faire, sans structure de commandement. Et ils peuvent se coordonner, prendre des décisions et agir individuellement et collectivement. Et donc là, la réflexion que j'avais, c'était de me poser la question, quels sont les objets liens dans des écosystèmes industriels, par exemple, ou des écosystèmes d'acteurs qui veulent travailler sur la transition écologique. Y a-t-il des objets liens? Et sinon, peut-on créer des objets liens pour permettre de la même façon aux acteurs de se coordonner sans structure de commandement, sans un tiers qui va leur dire quoi faire et de façon beaucoup plus agile. Et donc l'hypothèse que j'avais faite, c'est que l'objet lien, c'est le commun. Donc un commun, c'est une ressource qui est ouverte. Donc une ressource, ça peut être de la connaissance, une donnée, un logiciel, jusqu'à du matériel. Il y a des objets physiques qui sont open source, avec donc des règles d'utilisation de la ressource à travers la licence. Et puis une communauté qui va se mettre d'accord justement sur les licences, sur la gouvernance, pour développer et gérer la ressource. Donc ce sont ces trois piliers qui définissent un commun. Et l'hypothèse, c'est de dire que dans un écosystème industriel d'acteurs, le commun peut devenir un objet lien qui permet au collectif d'utiliser, de développer la ressource, et en le faisant, de se voir progresser puisque la ressource se développe. Donc ça, c'est différents modes d'intervention de l'ADEME, et donc je vais m'intéresser à 3 modes d'intervention. La fabrique des mobilités. Le deuxième, c'est l'appel à commun résilience des territoires. Et le troisième, c'est l'extrême défi, donc qui est une démarche que je mène actuellement. Donc le premier, la fabrique des mobilités, c'est une association donc qui a été créée et qui est maintenant totalement indépendante de l'ADEME. Et puis l'appel à commun, c'est un mode d'intervention de l'ADEME, de même que l'extrême défi. Et un petit rappel, bien sûr, sur le numérique. Les plateformes numériques, en fait, ont montré, bon, ça c'est un exemple rigolo qui montre que les plateformes, en fait, se sont étendues dans tous les champs de la société. Et donc, c'est un moyen, en fait, qui permet de gérer un grand nombre d'acteurs, de personnes, de projets, de ressources, et qu'il faut absolument s'en saisir pour pouvoir gérer la complexité en grand nombre. Et donc, d'inviter les parties prenantes à se former, à utiliser
des wikis. Enfin, le wiki, c'est quand même un objet et technique intéressant pour capitaliser, documenter et pouvoir avancer donc en grand nombre. Et donc, bien sûr, c'est allié à ce que je mentionnais tout à l'heure sur les communs, aux licences open source. Tout ça vient aussi de la culture du numérique et qu'il faut maintenant diffuser et s'approprier pour développer des communs. Donc, le premier exemple, c'est la Fabrique des mobilités. Donc, cette association, elle a pour but de produire de l'open source dans le domaine des transports. Donc, de produire des communs utiles aux acteurs, utiles, bien sûr, au sujet de la mobilité durable, pour venir résoudre des problèmes de mobilité. Donc quelques éléments, en fait, je ne vais pas tout regarder, c'est que l'important, c'est d'outiller les organisations. Donc on fait un lien aussi assez direct entre la façon de travailler des organisations et le résultat qu'on peut attendre. Et on le fait brique par brique en produisant des communs dans tout un tas de champs, d'exemples. Je vous montrerai après des exemples de communs qu'on produit. Et ces communs permettent de nouer des partenariats et de faire collaborer des acteurs qui sont même quelquefois en compétition. On le fait par exemple dans le domaine du covoiturage ou du transport collectif ou d'autres sujets. Des acteurs en compétition ont intérêt à développer des communs, notamment pour aller plus vite et pour créer des standards. Donc ça, on crée les conditions pour produire ces communs-là. Les modes d'action en fait, de la Fabrique des mobilités, c'est de développer cette logique des communs et de la compétition dans les organisations, d'impliquer des territoires également, de rassembler des communautés, et on a des communautés aussi internationales, puisqu'on a des ressources et des logiciels qui sont gérés aussi par d'autres pays, et de fait de ne pas reproduire des démarches en silo, mais bien des démarches coopératives, et de documenter tout ça, notamment dans un wiki. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des exemples de projets de communs que l'on mène dans la Fabrique des mobilités. Donc on a deux axes principaux, des communs plutôt à destination de la formation et de la recherche, et puis des communs plutôt à destination du secteur économique, de l'industrie. Et donc on a à la fois des communs sur de la connaissance, des données, du logiciel, jusqu'à du matériel avec des véhicules open source par exemple. Donc ça, c'est le premier exemple que je voulais vous partager. Ce principe de fabrique, ici dans la mobilité, c'est aussi répliqué dans d'autres domaines, notamment dans la logistique, dans l'énergie, dans la santé, en abordant le sujet de la même façon, comment créer des communs dans ces thématiques-là. En impliquant des acteurs publics, privés, académiques, par exemple. Et donc de cette expérience en fait, de la Fabrique des mobilités, donc, qui a été initiée en 2017-2018, de cette expérience-là dans les communs, j'ai proposé de lancer donc, à l'ADEME le premier appel à communs. Et le sujet qui m'a été proposé, c'est la résilience des territoires. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était la méthode. Et le sujet donc, a été proposé, la résilience des territoires, donc une thématique quand même très vaste. Donc ça s'appliquait parfaitement au sujet. Donc il a été lancé l'année dernière, en 2021. Donc transversalement, puisque la résilience s'applique à tous les sujets. Et on a changé plusieurs choses par rapport à un appel à projet. La première, alors c'est marqué 4, mais c'est plutôt la première, on a co-construit, dans le temps, on a co-construit les défis, c'est-à-dire les problèmes qu'on voulait adresser sur le grand champ de la résilience. Ça a été donc travaillé préalablement au lancement de l'appel pendant plusieurs mois avec les acteurs qui voulaient bien s'impliquer avec nous, à la fois des territoires, des industriels ou des laboratoires de recherche. Ensuite, on a
imposé, et c'est là la grande différence par rapport à un appel à projet, on a imposé des licences aux livrables qui seraient développés et financés par les projets. Donc on a dit on ne financera que des livrables avec des licences ouvertes. Et les licences que l'on propose, c'est celle-là, celle-là et celle-là. Deuxième chose, outil collaboratif, on oblige les porteurs à déposer la proposition de projet de commun sur une plateforme et le projet sera visible par tout le monde. Avant qu'il soit sélectionné, vous pouvez voir les projets de tout le monde, sachant qu'à la fin, comme je l'ai dit, la licence conduit à avoir des livrables ouverts. Et en fait, ces deux changements modifient complètement la coopération des acteurs en amont. Et ils ont plutôt intérêt finalement à se regrouper, à réduire le nombre de projets, à aller fusionner des projets. Donc c'est ce qui s'est passé. Puisque d'abord on a un budget qui est limité. On va en sélectionner un nombre donc limité de projets. Les livrables à la fin sont ouverts. Et donc, ils ont intérêt, s'il y a deux idées qui sont similaires, à se mettre d'accord pour que le projet fusionne et finalement qu'il n'y ait plus qu'un seul projet. Donc ça, c'est ce qu'on a observé pendant le premier appel. Et c'est quelque chose qui me semble très intéressant à reproduire. Et la troisième modification qu'on a faite, c'est qu'on a aussi amené les acteurs pendant le déroulé du projet, à communiquer et à inviter d'autres acteurs à rejoindre le commun pour faire grandir la communauté et faciliter ensuite le développement du commun après la phase de financement. Alors en quelques chiffres, on avait 9 défis sur la résilience, à la fois des défis par exemple sur la mobilité, sur l'agriculture, et puis des défis transversaux sur la gestion de la connaissance ou les prises de décision, par exemple. Donc on a eu dans les 9 défis des propositions de commun. On a eu donc plus de 600 personnes inscrites, sachant qu'on avait donc un wiki et un forum de discussion. On a 200 communs qui sont indexés, donc le wiki continue à vivre, donc il a aussi permis de capitaliser tout cet appel à commun. Il y a eu donc 80 projets de commun déposés, 20 financés, donc ce qui représente les budgets de 4 millions demandés, 1 million d'euros d'aide. Des projets de commun qui durent une année, ça c'est aussi une contrainte qu'on avait imposée, d'avoir des projets qui soient assez courts pour pouvoir être très concrets et financer une étape d'amélioration du commun. Et ça a permis également à l'ADEME de monter en compétence sur le sujet des communs, puisqu'il y a eu une centaine d'expertises et donc énormément de personnes qui ont été formées à l'ADEME sur le sujet des communs et de l'open source, dans tous les domaines, à la fois les services centraux et les directions régionales. Donc ça a été un moyen en fait assez rapide et efficace pour former une partie de l'ADEME sur le sujet des communs. Donc ça, c'est un des retours d'expérience. Et après, on a demandé aux candidats ce qu'ils avaient pensé de l'appel à commun. Donc on a eu comme candidats à la fois des associations et des entreprises. Alors 80% jugent que le processus n'est pas plus complexe qu'un appel à projet. Donc ça, c'est bien et c'est pas bien. On a encore du travail à faire pour simplifier le processus de dépôt d'un projet de commun. Ce qui est intéressant, c'est que 100% ont pris connaissance des projets de commun des autres candidats, justement, ce que je disais, pour voir s'il n'y avait pas un moyen pour fusionner et rejoindre les projets de commun. Et donc, il y a eu bien sûr des échanges, et ensuite par thème, entre les différents porteurs de projets. Et au final, on a capitalisé tout ça dans le wiki où on retrouve, et vous pouvez voir, tous les projets de commun qui ont été financés, ceux qui sont en cours et qui se déroulent. Les livrables seront accessibles par le wiki. Il y a une cartographie d'acteurs, donc il y a un annuaire.
Alors que quand on lance un appel à projet, en fait, quand l'appel à projet est fini, tout disparaît. En fait, on ne capitalise pas en fait à chaque fois les échanges, même les projets non retenus, etc. Là, le dispositif permet de capitaliser. Et on a fait un retour d'expérience qui est aussi public, où on a identifié les pistes de progrès de l'appel à commun. Alors, ce qu'on en retient, donc ça permet de mettre en cohérence des projets en créant des synergies, d'identifier des besoins partagés, de fédérer donc un grand nombre d'acteurs, de mutualiser, puisque du coup, on ne va pas financer 2 fois la même chose, mais on va plutôt inviter à rejoindre un projet sur un sujet donné. Et du coup, de réduire le risque, puisqu'on finance finalement des ressources qui sont ouvertes et donc réutilisables. Il y a aussi une entrée graphique du wiki qui permet de visualiser les liens et les interactions entre les parties prenantes, les projets et les communs. Donc ça, c'est un exemple sur l'alimentation durable. Les problèmes qu'on a identifiés et comment on pense faire évoluer donc, de l'appel à commun qu'on devrait lancer l'année prochaine. On a identifié des communs qui ne sont pas dans le champ de compétences de l'ADEME sur la résilience, par exemple sur l'eau ou la biodiversité. Donc l'idée, ça va être de faire un appel à commun multi-agences, d'inviter donc d'autres structures publiques dans le financement, dans la gouvernance de l'appel à commun. De la même façon, de former sur les communs ces structures-là. Et puis d'organiser, pour la partie culture des communs, un événement qui va rassembler différents acteurs et des vidéos des projets de communs qui ont été lauréats. Et enfin, le dernier point, qui est un point qui est intéressant et sur lequel on n'a pas vraiment été très innovant jusqu'à présent, c'est la sélection. On a continué à faire un processus de sélection centralisé par l'ADEME. Et on pourrait expérimenter des processus de sélection qui vont jusqu'à impliquer la communauté elle-même dans le choix des projets de communs qui vont être financés. Puisque au final, c'est bien la communauté qui va ensuite utiliser, développer ces communs-là. Et donc il y a un champ à explorer pour voir comment on peut s'engager là-dessus. Et donc l'appel à commun 2023, voilà, ça va rassembler, ça sera toujours sur la résilience des territoires, mais ça va probablement rassembler d'autres acteurs publics comme l'ANCT, l'IGN, qui vient de lancer aussi une fabrique des géocommuns, donc qui développe aussi maintenant une culture des communs, de l'open source dans le domaine cartographique, et donc qui est hyper intéressant pour les sujets de résilience. Également avec l'AFD, pour travailler au niveau international, et puis des territoires. Et donc on a tout un travail à faire sur le processus de sélection, la gouvernance de cet appel à commun qui deviendrait multi-agence. Donc ça, c'est le deuxième mode d'intervention sur les communs. Et je vais passer donc au troisième mode d'intervention là que je suis en train d'explorer en même temps que je vous parle. C'est donc l'extrême défi. Là, c'est un parcours d'innovation qui va durer 3 ans, également en compétition. On s'intéresse donc à ces objets roulants, à des véhicules intermédiaires entre l'automobile et le vélo. Le but étant grosso modo, de créer une filière industrielle française, voire européenne, de ces véhicules électriques. Alors comment on s'y prend? Là aussi, on va mettre en contrainte l'ensemble des acteurs en posant un cahier des charges extrêmement ambitieux de véhicules qui transportent 1 à 2 personnes avec une charge de 100 kg, 10 fois moins cher, 10 fois plus durable. Donc ça veut dire des véhicules qui sont par design démontables, remontables, reconditionnables.
10 fois plus léger, 10 fois plus simple, 10 fois moins puissant, pour des usages au quotidien, en commençant par les territoires ruraux. Donc on pose ce cahier des charges et on invite plusieurs types d'acteurs. On invite des candidats, donc des personnes, des structures, à relever ce défi pour concevoir, prototyper des véhicules qui répondent à ce cahier des charges. Ensuite, on invite des compagnons, donc des personnes qui ont une expertise dans un domaine, à aider les équipes. On invite des partenaires, donc là c'est plutôt des structures juridiques, des entreprises, des labos, des écoles, à apporter des ressources aux équipes, donc des moyens d'essai, des moyens de calcul, du financement, des composants, etc. Et puis on va chercher des territoires d'expérimentation qui vont, eux, jouer le rôle d'intermédiation avec les citoyens pour identifier des bêta-testeurs qui voudront expérimenter ces véhicules. Donc on se place sur 3 ans. La première année, c'est l'idéation, donc c'est cette année. Donc cette année, on a 42 équipes candidates, donc de 3 personnes minimum, donc ça fait à peu près 150 personnes qui conçoivent des véhicules intermédiaires, aidées par des compagnons et à peu près une trentaine de partenaires. Donc ces équipes, elles sont en compétition sur leur projet de véhicule. Et en même temps, on leur demande d'avoir un travail collaboratif sur des verrous qui les concernent tous, donc des verticales. Et donc, ils coopèrent sur des sujets, par exemple les batteries, les modèles économiques, les pneumatiques, etc., etc. Donc, des groupes de travail, on va en créer une affinité. Et là, ça va les amener, du coup, à avoir un processus de coopération. On va les inviter aussi à créer une association, par exemple, pour fédérer les constructeurs de véhicules intermédiaires. Donc tout ça, c'est des endroits où ils ont intérêt à coopérer pour aller plus vite. Donc il y a une question de vitesse, pour se protéger contre des concurrents, par exemple des concurrents chinois. Aujourd'hui, sur Alibaba, vous pouvez trouver une partie de ces véhicules électriques. Et donc les acteurs européens ont intérêt à se fédérer pour aller plus vite et produire et faire mieux que ses concurrents. Donc, comme je l'ai dit, il y a à peu près une trentaine d'organisations partenaires. Les territoires, on a plus de 22 territoires communes et communautés de communes. Donc, au global, aujourd'hui, on a à peu près plus de 2000 personnes qui s'intéressent à l'extrême défi et 600 qui sont bien investis dans le dispositif. Les territoires, ils vont jouer un rôle, comme je l'ai dit, d'intermédiation pour mettre en relation les concepteurs de véhicules et les utilisateurs. Et le but étant d'avoir du coup une boucle d'itération produit-marché et permettre à des concepteurs de développer des produits qui répondent à de vrais besoins du marché et du coup d'avoir des retours du marché le plus vite possible. Donc on va sélectionner certains territoires dans lesquels on va aller concentrer les expérimentations. Donc on aura probablement moins d'une dizaine de communes qui vont participer au début aux expérimentations l'année prochaine. Et la 3e année sera dédiée au passage à l'échelle, donc à une phase de pré-industrialisation. Et pour ça, on réfléchit à des concepts de micro-usines distribuées qui vont assembler ces véhicules intermédiaires. Donc ça peut être un garage automobile qui va se réorienter vers ce type de véhicule, une association vélo ou éventuellement même des services techniques de municipalité. Donc ça, c'est la 3e année, passage à l'échelle. Et donc on a idéation cette année, l'année prochaine expérimentation, enfin, prototypage et expérimentation dans les territoires, et l'année 3, passage à l'échelle. Et donc de cet objectif, maintenant, on cherche à faire venir à la fois des acteurs industriels. Il y a également la participation des services de l'État pour la partie homologation des véhicules qui vont être un problème, réglementation, homologation. Et donc on agit en fait, on va venir aider les équipes candidates en abaissant des barrières ou en leur ouvrant des portes qu'ils ne peuvent pas ouvrir tout seuls. Avec un effet collectif, on va être plus
D'abord, ça va être plus simple aussi pour les services de l'État pour travailler les sujets d'homologation si on vient à plusieurs. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de se grouper et d'attirer aussi des acteurs, par exemple de l'assurance, qui ont aussi un rôle clé. Là, ils arrivent avec plusieurs projets d'un coup. Et donc, pour eux, travailler le sujet de l'assurance des véhicules intermédiaires, c'est plus simple qu'un seul projet. De la même façon, pour des industriels qui voudraient se réorienter, l'extrême défi, c'est un moyen du coup d'explorer un marché qui est en émergence, mais de l'explorer avec très peu de risques. Donc on va voilà, jouer ce rôle d'intermédiation pour atteindre cet objectif que j'ai évoqué par le cahier des charges, qui est un objectif finalement de bien commun, où on a tous envie d'avoir ce type de véhicule à la fin. Maintenant, il faut voilà, aligner les différents acteurs vers cet objectif. Et donc, on invite un peu toutes les parties prenantes à rejoindre l'extrême défi et on les aligne vers cet objectif unique. Voilà, j'ai un peu terminé un peu tôt, peut-être, je ne sais pas. Vous avez sûrement des questions. Je vous remercie. Donc vous retrouverez un peu tout ce que j'ai raconté là sur les 3 sites principaux. Donc le site de la fabrique, le site de l'appel à commun résilience et puis le site de l'extrême défi. Merci. Si tu veux bien, on mettra ton diaporama aussi sur oui, bien le sûr. site du forum pour être réutilisé. Je crois que ce que nous a présenté Gabriel Plaça est un pas de côté par rapport au fonctionnement auquel nous sommes habitués. J'espère que vous avez des questions et des interrogations. Et je vais vous passer la parole. Alors, si vous voulez bien, on m'a dit qu'il valait mieux que je tienne le micro pour des raisons de Covid. Bonjour, Emmanuel Delafoy, mine de Saint-Étienne. Une question sur l'extrême défi. Est-ce que les 2 grands constructeurs automobiles français sont associés? Non. Non, c'est un peu rapide. Ils sont au courant, je les ai contactés. C'est aussi un des avantages de l'ADEME, c'est qu'on peut parler, on a un réseau et on connaît ces acteurs-là parce qu'on les finance, donc en général, ils nous écoutent. Mais non, ils ne sont pas impliqués, ils regardent. Par contre, les équipementiers sont très très intéressés en fait. Et leur perception de l'évolution du marché, de la direction prise par les constructeurs les questionne et ils voient là en fait un moyen intéressant d'explorer un marché nouveau, très clairement, avec des outils industriels et des compétences dont ils disposent. Donc il y a à la fois des acteurs, par exemple, on a dans l'extrême défi Actia, qui est un acteur, un équipementier automobile, et qui a créé une business unit il n'y a pas longtemps sur la micromobilité. Donc ils font déjà des composants pour les vélos à assistance électrique. Et donc là, pour eux, c'est une étape naturelle pour aller explorer ce marché des véhicules intermédiaires. Et donc on va plutôt s'appuyer sur les équipementiers que sur les constructeurs, même si on a des échanges avec Citroën sur l'AMI, parce que c'est intéressant, l'AMI, d'abord l'objet existe, on peut donc du coup le mettre dans la main de personnes. Le marché est aussi en train d'évoluer visiblement, il commence à être acheté dans des territoires ruraux, et donc ça c'est intéressant de regarder ça. Ouais. Une autre question ici. Bonjour, je suis Magali de la métropole européenne de Lille. J'ai 2 questions en fait. Est-ce que vous pourriez nous donner un ordre d'idée de budget de financement que l'ADEME a apporté? Et là, vous parlez de choses concrètes, palpables en fait. Est-ce qu'on peut aussi faire, selon vous, de l'appel à commun sur de l'ingénierie? Alors, budget... Fabrique des mobilités, donc sur le premier, donc au départ l'ADEME a aidé à initier la fabrique des mobilités, d'abord avec du temps de Gabriel Plaça, qui a passé du temps à faire ça, bon il était payé. Après il y a eu du budget pour commencer à financer l'association, l'ordre de grandeur c'est 200 000 € par an au début. Et après ce budget est à peu près constant, par contre en relatif il a beaucoup baissé, au départ on était un
un des principaux financeurs. Et maintenant, en fait, dans l'association, l'ADEME n'est plus le principal financeur. Le but, ça a été aussi de tester ça, en fait. C'est-à-dire que si ça n'intéresse que l'ADEME, bah, autant que ça ne s'arrête. Et s'il y avait d'autres gens qui pensaient que c'était intéressant, qu'il fallait le financer, à ce moment-là, ça avait un intérêt. L'appel à commun, donc, c'est évoqué, donc c'est 1 million d'euros d'aide. Sur la prochaine session de 2023, ça va être plus, je pense au moins le double. Et l'extrême défi, le budget de cette année, là, c'est 500 000 euros pour aider donc, notamment les 40 équipes, plus en fait, l'infrastructure qui est... En fait, c'est une infrastructure, l'extrême défi qu'il faut créer, numérique, etc. L'étape 2, ça va être le prototypage. Là, c'est plus près du million. Et l'étape 3, il va falloir qu'on s'appuie sur des tiers, la BPI, France 2030, etc. Qu'on essaye de tordre ces dispositifs-là pour les amener à financer ce type de démarche. Et donc là, je ne connais pas les budgets, mais ça va être beaucoup plus cher. C'est à chaque fois un facteur 10 à peu près, quoi. Alors sur la deuxième question, de l'ingénierie, je ne sais pas ce que vous entendez par ingénierie, mais on peut à peu près... à mon avis, c'est transposable, hein, dès lors qu'il y a... il y a des livrables, hein, il y a quelque chose, que ce soit une méthode, un logiciel, du contenu, ça peut être un commun, donc c'est applicable. Après, il faudrait voir au cas par cas comment on peut le faire, mais... Ouais. Ici maintenant. Merci beaucoup, Gabriel, pour ce que tu nous présentes. Tu racontes plusieurs façons de faire autrement. Je trouve que tu n'as peut-être pas assez insisté sur le fait qu'avec la fabrique des mobilités, il y a quelque chose qui fait école et qui propose des modèles qui essaient de se décliner sur d'autres sujets. Et moi, je trouve ça passionnant. Et en fait, une des questions que je pense qu'on est plusieurs à avoir en tête cette année au Forum, c'est comment est-ce que ces façons de faire autres font école par rapport à des organisations qui ont des habitudes très classiques et très conventionnelles et par rapport à un historique totalement désastreux des appels à projets, par exemple. C'est pas là-dessus que je voulais t'interroger, mais je trouve ça quand même super intéressant de dire la fabrique 2, c'est une façon, un mode opératoire, et l'appel à commun aussi, qui peuvent se transmettre et qui peuvent faire école. Moi, je voulais surtout t'interroger sur l'extrême défi, qui est le sujet que j'ai le moins suivi, mais pour le coup, parce qu'on est dans un champ sur lequel on voit que ça va être une mobilisation à la fois d'innovation tech, industrielle, logicielle, etc. Mais une part de ce qui va être décisif est du côté usage et service. Et du côté service particulièrement, il me semble que sur ces véhicules, il va y avoir un gros enjeu non seulement de coopération, mais de mutualisation. Si chacun fait sa petite plateforme, on n'est pas bien. Donc, est-ce qu'il y a quelque part des objets communs qui persistent, qui permettent à des tout petits projets d'avoir une mise à l'échelle commune, parce qu'ils vont rester trop petits pour si chacun fait sa brave plateforme d'usage, etc. Et puis ma question jointe, c'est est-ce que dans le processus que tu décris sur Extrême Défi, il y a une place pour une boucle avec les usages? Ok, alors beaucoup de trucs. Alors sur les fabriques, je l'ai un peu évoqué, donc ça se réplique dans d'autres domaines. Du coup, on essaye d'avoir des démarches aussi interfabriques pour voir ce qu'on peut mutualiser en termes de savoir-faire, en termes d'outils. Et on remonte aussi à des besoins de financement, d'où l'idée d'une fondation pour financer les communs au niveau européen. Ça va très bien, c'est parfaitement aligné avec cet objectif d'avoir un dispositif de financement des communs à l'échelle européenne. Ça serait l'idéal, parce qu'on pourrait, puisque les communs sont ouverts par nature, ils n'ont pas de frontières, donc il faut les penser au niveau, à minima au niveau européen. Donc ça, ça va dans le bon sens.
Alors sur l'extrême défi, oui, en fait, on va être dans la ligne de crête, standardisation versus des véhicules adaptés aux usages. Et donc, forte disparité. Donc, pour gérer ça, c'est utiliser au maximum des composants standards. Donc, c'est pour ça qu'il y a un groupe de travail sur les batteries. Est-ce qu'on peut créer un standard de batterie pour ces véhicules ? En termes de géométrie, par exemple, ça serait déjà énormément de temps gagné. Donc, dès que les équipes peuvent utiliser des standards ou créer des standards, ça permet de faire gagner du temps. Et ensuite, de laisser de la diversité sur les objets, sur la forme, pour répondre à des cas d'usage qu'on ne connaît pas. Et en fait, l'innovation, elle est là. C'est-à-dire que l'innovation n'est pas dans le véhicule lui-même. Le véhicule, c'est juste du tube soudé avec... voilà. Donc, on sait qu'on saura faire des véhicules intermédiaires. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment on doit les designer pour qu'ils répondent à des problèmes ou à des usages que les gens ne connaissent pas parce qu'il n'y a pas les véhicules. Et d'ailleurs, quand on commence à mettre ces véhicules dans la main des gens, le premier truc, c'est j'imaginais des choses et je fais pas ce que j'imaginais que j'allais faire avec ces véhicules. Donc déjà, ça veut dire que les enquêtes préalables ne servent à rien. Ça ne sert à rien d'aller voir les gens et leur dire « Qu'est-ce que vous allez faire de ce véhicule intermédiaire ?» La réponse, ils en savent rien parce qu'ils ne l'ont jamais utilisé. Donc, il faut mettre ces véhicules dans la main des gens pour des raisons diverses, réussir à les mettre dedans et à les faire rouler. Et après, ils vont définir eux-mêmes les raisons pour lesquelles ce véhicule est intéressant pour eux ou pas. Et donc, l'extrême défi va réussir si on arrive à créer ces boucles d'itération produit-marché. Et une deuxième boucle d'itération dont je n'ai pas trop parlé, produit-process, c'est-à-dire être capable de faire des véhicules qui sont démontables, remontables dans des micro-usines, pour réduire les coûts, pour que ça soit plus près des utilisateurs, pour pouvoir les reconditionner, etc., etc. Donc ne pas reproduire le modèle automobile de l'usine centralisée. Ce n'est pas non plus du vélo, parce que c'est quand même des véhicules qui vont peser un certain poids. Et donc c'est d'inventer des modes de production entre les deux, en ciblant bien sûr le sujet des usages. Et là, ce qu'on voit avec les territoires, c'est hyper intéressant, c'est qu'ils commencent à se regrouper par famille. C'est-à-dire les communes de montagne, elles ont commencé à me dire, mais nous, on a besoin d'un véhicule qui roule sous la neige, qui machin, qui truc, ben moi aussi. Et donc, d'une niche de la commune de montagne, ben en fait, s'il y en a 10, ça commence à faire quelque chose. Et si en plus, ils l'achètent pour des véhicules municipaux, par exemple, ben ça commence à faire un marché. Et donc, c'est ces boucles-là qu'il va falloir réussir à créer. Et donc, donc là, on joue un rôle finalement d'intermédiaire pour préparer ou pour organiser, si on peut dire, organiser le marché ou organiser une plateforme qui va permettre de faire des itérations produit-marché. Je ne sais pas si je suis clair. Si, c'est bon. Il y a deux mains qui sont levées en même temps. Donc. Ouais. Bonjour, merci. J'ai une question sur l'appel à commun. Souvent, le problème du logiciel libre, c'est qu'au début, ça marche très bien, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de contributions, etc. Et au bout d'un moment, c'est difficile à pérenniser. Le contributeur principal part, manque d'intérêt, etc. Et donc, j'ai vu sur votre appel à commun, c'est quelque chose sur des projets courts, financement sur 6 mois, 12 mois. Est-ce que vous avez pris des mesures? Est-ce que vous pensez ce problème-là? Est-ce qu'il y a des choses mises en place pour justement que les projets qui soient créés dans l'appel à commun soient pérennes? Et juste peut-être un petit élément aussi pour compléter. Souvent, on finance le projet, mais on ne finance pas l'animation de la communauté. Est-ce que ce volet-là d'animation du réseau est pris en compte? Oui, d'ailleurs, c'était même un point de critère du commun. C'est-à-dire comment vous allez animer votre communauté pour qu'elle grandisse et comment vous allez prévoir la situation post-financement de l'ADEME dans le commun. Alors la temporalité des communs, c'est un vrai sujet qui est d'ailleurs spécifique parce que c'est effectivement très fragile. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire des temps courts pour dès qu'il y a les bons ingrédients, l'équipe, la volonté, etc., qu'on puisse financer cette étape-là et aider à la constituer.
après, l'étape d'après, oui, ça va dépendre de ce qui va être réalisé, de leur capacité à faire venir d'autres parties prenantes pour prendre la suite. Et après, on a financé plusieurs des communs, soit qui partaient de zéro, donc là, il y a plus de risques, bien sûr, soit des communs où il y avait déjà quelque chose et on améliorait la ressource. Donc là, on prend moins de risques. Ça veut dire que la communauté est déjà un peu installée, il y a déjà des contributeurs, etc. C'est sûr qu'au début, quand on part de zéro, il y a du risque qu'au final, ça ne serve à rien, que personne n'utilise. Mais en tous les cas, ce n'est pas tout à fait zéro, parce que dans tous les cas, il y aura un actif ouvert, et peut-être que dans 6 mois, il y a quelqu'un qui va prendre la suite. Donc là, après, l'idée, c'est de donner aussi l'animation de ces communs à des structures comme la Fabrique. Par exemple, les projets de communs dans la mobilité, la Fabrique des mobilités peut faire l'animation si jamais il n'y a plus personne qui le gère. Il y a ces structures intermédiaires qui peuvent jouer le rôle d'animation et d'inviter à continuer à contribuer ou à développer la ressource. Bon, alors je ne touche plus. Bonjour. Bonjour. Ça se passe ici. Donc Jean-Marie Gilliot, IMT Atlantique, et puis j'anime une session sur l'enseignement dans le cadre avec Michel qui est à ma droite, mais je ne le dénonce pas. Dans le cadre du forum. Quand je t'écoutais, j'avais vraiment l'impression que ce dispositif d'imagination, de collecte de besoins, de construction de besoins, et puis après de construction de ressources, ça s'applique complètement à la question des ressources éducatives libres. Quand je vois ça, je rêverais d'avoir quelque part, je ne sais pas si c'est une université numérique ou quelque chose comme ça, qui permette de construire et d'imaginer ça comme collectif pour tout ce qui est construction de ressources éducatives dans un cadre français, européen. Enfin bon, voilà, c'était juste un témoignage, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet dans la salle. Par ressources éducatives libres, on entend des ressources modifiables et réutilisables. Pas simplement des choses qui sont en ligne, accessibles, mais réutilisables, chacun à sa façon. Alors, du coup, dans l'extrême défi, il y a une communauté d'écoles et de labos. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'INSA de Lyon, l'INSA de Toulouse, l'ESTACA, l'ENSI, l'ENSI à Paris. Et on est en train de voir comment ils peuvent s'appuyer sur l'extrême défi pour construire des ressources pédagogiques. Et ça me permet du coup de revenir vers l'ADEME. On a plusieurs appels à projets de recherche à l'ADEME. Et donc je vais rajouter en fait dans tous ces appels à projets de recherche des blocs sur l'extrême défi pour avoir des financements recherche, projets de recherche, et avoir des financements pour permettre d'orienter des sujets de recherche, des projets de fin d'études, des thèses en lien avec les problématiques de l'extrême défi qui remonteraient cette fois-ci soit des équipes candidates, soit des expérimentations de ces véhicules sur le terrain, parce que du coup ça devient un laboratoire d'expérimentation. Et en fait le vrai champ, ce qu'on va vraiment explorer, c'est ça, c'est les usages, c'est est-ce que ça intéresse des gens de monter dans ces véhicules. Et le véhicule n'est qu'un intermédiaire pour explorer la zone inconnue qui est l'innovation sociale. Voilà. Et je reviens vers toi après. Bonjour. Mewen du Low-Tech Lab Brest. Dans la compréhension que j'avais des communs, il y avait un pilier en tout cas
qui était de la gestion de ces communs par les utilisateurs, par les gens qui sont touchés par ces communs-là. Donc, pour la semence, que ce soit les paysans qui aient la main sur ce commun-là, que si c'est pour l'eau, ça va être les différents acteurs d'un bassin versant, que ce soit les industriels, les énergéticiens ou les habitants de ce bassin versant. Est-ce que dans vos projets de commun, dans les appels à commun, il y a une suite, une suite sur la gouvernance qui est donnée comme ça pour la gestion de ces communs-là? Aux utilisateurs, en intégrant les utilisateurs, c'est ça, en intégrant les bénéficiaires ou les... Oui, voilà, c'est ça. ça. Ouais. Au-delà de la phase de conception de ces communs, quand ils sont nouveaux, pour la gestion, la maintenance, observer s'ils se dégradent ou pas, parce que c'est aussi un enjeu des communs. En fait, sur chaque commun, ça va être l'équipe qui porte, qui va aider à configurer ou à identifier les bénéficiaires, les utilisateurs du commun, les contributeurs, et qui va commencer à constituer un premier noyau d'acteurs. Et donc c'est au cas par cas, en fait, c'est un petit peu différent. En général, non, il y a assez peu ce que tu évoques, les bénéficiaires finaux. Par exemple, il y en a un qui est le registre de preuve de covoiturage, qui est un logiciel développé par une start-up d'État, donc qui va mettre en relation des collectivités, des opérateurs privés de covoiturage et le citoyen qui bénéficie d'un incitatif donné par la collectivité quand il covoiture. Donc c'est un truc à 3. Les bénéficiaires, enfin les citoyens qui covoiturent ne sont pas du tout impliqués dans la gouvernance du registre. Alors c'est peut-être un tort, hein, mais aujourd'hui ils n'y sont pas du tout alors qu'ils en bénéficient. Et s'il n'y avait pas ce commun, ça serait plus difficile de financer du covoiturage par les territoires. Donc c'est peut-être à renforcer. Ouais. Bonjour, Yann Bergamaschi, Fabrique des mobilités. On en parlait ce matin, Gabriel, justement en rapport avec l'appel à commun et l'extrême défi, enfin voilà, toutes ces dynamiques qui sont lancées, et notamment sur l'extrême défi où on parle de finalement constituer une filière plutôt que de se focaliser en effet sur quelques ressources qui vont être travaillées. C'est que du coup ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a parlé ressources, on a parlé usagers, mais il y a également le retour du coup qui revient sur cette constitution de filière, qui vous revient à vous à l'ADEME, et du coup sur des thématiques dont on parlait ce matin et que je trouve qu'ils sont d'intérêt d'être partagées ici, et justement qui vous reviennent de ce défi et qui vont vous amener à travailler sur des thématiques qui finalement intéressent l'ensemble des acteurs, qui ne sont pas proprement parlé des communs, mais qui vont justement permettre de structurer cette filière. Du coup, je pense que tu sais à quoi je fais allusion. Sur l'usine, en fait, on a identifié un verrou. Donc, on dit qu'on veut faire des véhicules en assemblage distribué. Donc, c'est-à-dire, un garage reçoit un véhicule en pièces détachées, il va l'assembler et ce véhicule pourra rouler. Mais en fait, ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire parce que le véhicule n'est pas homologué pour rouler sur la route. Aujourd'hui, une auto, elle est produite dans une usine et c'est l'usine en fait qui permet de certifier que le véhicule numéro 2 est équivalent au premier et le troisième, etc. Et donc, il suffit d'en homologuer un seul pour que les suivants soient à peu près équivalents et donc ils peuvent rouler sur la route. Donc, si on veut distribuer ça, il faut qu'on ait un dispositif de validation que l'assemblage a été correctement réalisé. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, on a identifié ce verrou et on va lancer un appel à projet parce que le verrou est bien précis. Ça va intéresser certains acteurs industriels pour développer un dispositif qui permet de valider qu'un assemblage de composants a été correctement réalisé, c'est-à-dire qu'il y a toutes les pièces, c'est serré au couple quand il y a un serrage au couple et donc le véhicule est conforme à un procédé. Les assemblages sont horodatés, on peut savoir à quel moment ça a été fait et donc le dispositif permet de certifier et donc un garage auto qui recevrait des pièces avec ce dispositif-là pourra assembler un véhicule et il pourra être certifié. Donc ça, on va lancer cet appel à projet à la fin de cette année. Merci Gabriel. Une dernière question, puis après, si vous avez des interrogations, vous pourrez bien sûr échanger
avec Gabriel. Patrice. Oui, rapidement, 3 petites remarques. La première, c'est que ça offre une vision dynamique des communs, parce que par rapport à ce que disait le collègue sur la gestion de l'eau, par exemple, le problème, c'est que c'est une vision statique. Dans 90% des théories des communs, c'est statique. C'est, disons, la participation à la fabrication de quelque chose qui reste à peu près dans la même forme. Alors que là, on a vraiment une vision dynamique. C'est le premier point. Sur le deuxième point, je dirais que en tant que chercheur, effectivement, on a plutôt envie de travailler pour les vrais besoins, entre guillemets, que de remplir des dossiers pour, disons, des gens qui s'imaginent ce que sont que les vrais besoins. Et ce qui fait qu'il y a tellement d'étapes par rapport aux vrais besoins qu'on a l'impression de faire que de l'administratif et pas faire du vrai travail, entre guillemets. Hein. Donc moi, je trouve que c'est une respiration qui est vraiment bienvenue, et j'espère que ça fera école et qu'on aura davantage de systèmes de ce type-là. Puis le troisième point, c'est par rapport à ce que disait la dame de Lille. Je pense effectivement que ça s'applique à tout. Et là, on a fait un travail, ça me vient maintenant la réflexion, hein, mais sur les controverses, et en fait, on a procédé un peu de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, standardisé, entre guillemets, là, pour le véhicule, pour la population lambda enseignant, pour travailler sur des cas controversés ou par la pédagogie des controverses. Donc on a procédé en fait d'une manière assez, sans le savoir, hein, sans théorie, juste en se disant mais pour qui on travaille, quelles sont les questions qu'on veut résoudre, et en se servant de l'intelligence collective, c'est-à-dire de la diversité en fait des participants. Donc merci. Merci. Juste un petit commentaire, je ne l'ai pas mentionné, mais avec l'INRIA, donc l'INRIA lance des défis aussi, il y a des défis INRIA, j'ai découvert ça, qui fédèrent des chercheurs au niveau de l'INRIA, au niveau national. Et donc, il s'intéresse à l'extrême défi, et voilà, on travaille pour éventuellement qu'il lance un défi INRIA là-dessus, donc pour que des chercheurs d'INRIA travaillent sur l'extrême défi. Merci à Julie pour les dessins que vous pouvez consulter et réutiliser. Ils sont sur des listes. Julie est une facilitatrice graphique qui travaille avec une licence Creative Commons, ce qui permet la réutilisation, donc il faut le signaler aussi. Merci à Fred qui a fait l'enregistrement, et à l'IMT qui a permis que ça se fasse, parce que comme ça, ce qui a été dit aujourd'hui pourra être réutilisé. Je suis sûr que ça intéressera d'autres enseignants-chercheurs des écoles et d'autres associations participation du forum. Et un grand merci à Gabriel pour cet appel d'air et cette envie de faire. Merci. Et donc, si des écoles ou des instituts de recherche